400 € durant le bull market de 2017 sont transformés en 110 000. Que les gens disent en général la crypto peut servir pour tout ce qui est blanchiment, alors qu'en réalité c'est très minime, c'est vraiment le cash qui lead ces transactions-là. Il faut tout le temps aller à l'inverse de la masse et penser comme les acteurs qui font bouger le marché. Donc les institutions, les fonds d'investissement, tout ce qui s'ensuit. Ce que j'ai remarqué moi sur 8 ans, c'est que les news c'est une chose, mais c'est pas ce qui fait le marché. Une grosse étude il n'y a pas longtemps sur les altcoins. J'ai regardé en fait ce qu'avaient fait les alts au dernier cycle. Je regardais le top 30 de 2017, qu'est-ce qu'ils ont fait en 2021. Il n'y en a aucun qui a fait un ATH. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast de l'Oasis. Aujourd'hui on est à Bali, on est avec Evan, on est avec Quentin. Yes. Salut. Vous allez bien les gars? Ouais, La forme, nickel, tranquille. Donc pour vous introduire un petit peu, aujourd'hui on va parler plutôt de crypto et on a un invité de marque aujourd'hui. Donc Mister Quentin qui est dans la crypto un petit peu depuis longtemps maintenant. 8 ans. Un ancien, un doyen un peu. Ouais, je dirais pas jusque là, je suis pas non plus un des premiers bitcoiners, mais Ouais. assez tôt. Ok, ça marche. Bon, est-ce que tu peux nous partager un peu ton histoire du coup et puis te présenter à l'audience? Ok, alors déjà de manière succincte, donc Quentin Chapeau, 32 ans, français, je vis à Bali. Moi j'ai commencé dans la crypto fin 2015, donc ça fait 8 ans. Je suis investisseur d'abord en immobilier depuis 10 ans, puis en crypto depuis 8 ans. Je fais aussi l'IMO à Bali maintenant. Et je suis formateur en crypto-monnaie depuis 2 ans avec mon associé Christopher Bangen, puisqu'il m'a proposé de lancer une format sur le sujet il y a 2 ans. Et pour rentrer plus en détail, à l'origine, j'étais maître d'œuvre en bâtiment, en fait je faisais des plans architectes, et c'est de ça que je vivais, et j'avais une vision plus exponentielle, je voulais entreprendre. Donc j'ai commencé à me lancer dans le monde du e-commerce, start-up, etc. En 2016, j'étais ici et je lançais mon dropshipping, on était les premiers Français à faire ça. Ok. Et après 1 an, ça marche moyen, donc je plaque le projet, donc premier échec. Ok. Je cherche un autre projet, et 1 an plus tard, je lance un deuxième e-commerce. 1 an et demi de galère, 60 000 € de dette, échec. Ah ouais. Voilà, deuxième crash. En parallèle, j'avais des projets IMO en France qui, eux, tournaient plutôt bien, enfin des achats-reventes qui me rapportaient un petit peu. Et en fait, ce qui m'a vraiment sauvé, c'est les cryptos. C'est les cryptos parce que fin 2020, en fait, mon portfolio atteignait un montant conséquent. Et en fait, je vais remonter 8 ans en arrière. Étudiant, 2015, j'étais en année de Master Spé. En fait, j'ai un ami de ma promo qui m'emmène faire un meet-up sur la blockchain et Ethereum à Grenoble. C'était tout nouveau. J'y vais avec de la curiosité, mais je comprends pas grand-chose et je m'intéresse pas forcément. En 2015 du coup. Ouais, fin 2015. Ok. Et Ethereum valait 82 centimes de dollars. Et je regarde ça sans comprendre trop la chose, tu vois. Et puis, bon, je m'intéresse pas trop, mais 2 semaines après, je regarde le prix par curiosité, je sais plus sur quel site. Et là, je vois 4 $, 5 $, je vois le truc monter un petit peu. Je me dis, bon, par curiosité, je vais quand même mettre un billet, on sait jamais. Du coup, étudiant, j'avais de côté à peu près 400 €, 397 exactement. Et avec ça, j'achète 69 Ethereum au prix de 5,71 €, il me semble. Un peu plus de 6 $. Et en fait, c'est comme ça que j'ai démarré. Donc, si tu veux, ces 400 € durant le bull market de 2017 sont transformés en 110 000. J'avais acheté aussi un petit peu de EOS, XRP, etc. avec 2 000 € de plus. Donc, ça faisait 142 000 en tout au sommet. Et je me dis, je suis un génie, j'en parle à tout le monde autour de moi. Et en fait, je me fais avoir. Le marché s'effondre, je perds tout, 90%. Donc, mon portfolio fait 142 000, 9 000. Ouais. Et là, je me dis, en fait, dans les centres, je me dis, il y a un truc que j'ai pas compris. Et donc, je commence à fouiller YouTube, Internet, etc. Il y avait presque pas de contenu sur le sujet à l'époque, dans la descente en 2018. Et en fait, je commence à comprendre les cycles de 4 ans des crypto-monnaies, qui sont un cycle qui sont spécifiques aux cryptos. Et je me convainc que d'ici 1 an, en fait, il y aura un bottom de cycle, un plus bas, et qu'il faut que j'investisse le plus possible à ce moment-là. Okay. Du coup, j'économise tout ce que je peux. Donc, des petits profits de mon dernier e-commerce, enfin du premier e-commerce, une toute petite plus-value immobilière, et en fait j'ai bossé jour et nuit en archi pour faire des heures pour vendre mon temps et économiser. Et en fait, tout en bas, j'achète avec 54 000 $, vraiment tout en bas. Oui, t'as pu quand même bien recharger. Ah ouais, là j'ai été à fond, tu vois, j'ai dit là c'est tout ou rien. Tu croyais à fond du coup déjà, j'avais une conviction, et en fait, moi j'aime bien aller à contre-courant. Depuis toujours, si tu vois, c'est un truc qui est assez inné. Ouais. Et en fait, quand la société a une croyance, pour moi c'est souvent, voire toujours faux. Ouais. Et j'aime bien aller à contre-courant. Et en fait, le fait que les gens me disent, mais tu vois, ça s'est cassé la gueule, c'est une arnaque ton truc et tout, ça renforçait ma conviction de me dire, si tout le monde dit ça, il faut que j'y aille. C'est comme l'entrepreneuriat, tu vois.
Tout le monde te dit entreprendre c'est risqué, et quand tu y vas et que tu accomplis quelque chose, tu te rends compte que tu avais raison en fait. Mais déjà, juste pour reprendre, parce que là, déjà, tout ce que tu nous dis, il y a énormément d'informations hyper intéressantes. Et du coup, de ce que je comprends, c'est que de base, toi, tu étais plutôt dans l'immobilier. J'étais en archi immobilier, Ouais, c'est ça. Donc, déjà, tu avais une vision, tu avais peut-être cette volonté déjà d'entreprendre, d'investir et Ouais. d'avoir cette liberté financière, comme on dit. Ouais. Et du coup, tu as réussi à switcher d'un marché qui est quand même très sécuritaire, valeur sûre, comme on dit, c'est de la pierre, etc., à un marché complètement digital Ouais. qui est beaucoup moins tangible pour beaucoup et qui est beaucoup plus risqué aussi. Ouais, c'est Donc, sûr. qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à switch, ou est-ce que pour toi c'était normal, on va dire, de juste En fait, d'investir, quoi. c'était bon, l'investissement. Mon père investissait en immobilier depuis 40 ans, mais Ok. de manière modeste, tu vois, pas rien d'extravagant. On est une famille de classe moyenne, on n'est pas riche, quoi. Et donc, il m'a donné envie de faire pareil. Et en fait, quand j'ai fait mon tour du monde, c'était avant mon master spé, j'ai fait 2 années de césure. Ça m'a vachement ouvert l'esprit. J'ai fait le tour d'Asie, j'ai rencontré plein de gens. J'ai lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, ça m'a donné envie d'entreprendre, tu vois, dans les trains en Inde, comme ça, à fêter. Ok. Et en fait, derrière, je me suis dirigé vers l'entrepreneuriat et les startups. Et c'est là où, en fait, je suis sorti de ce cadre très traditionnel pour essayer d'aller vers les choses innovantes et nouvelles. Et j'étais pas du tout branché bourse, c'est toujours pas aujourd'hui. Mais les cryptos, je sais pas, ça paraissait nouveau. Innovation technologique, investissement qui avait l'air prometteur. J'ai dit, je tente, on verra, quoi. Ok. Mais vraiment dans l'inconnu au début. Ok. Bon, donc du coup, tu as été à une conférence, tu as compris. En fait, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as été introduit avant à la technologie et peut-être plutôt à l'utilité. Tu as peut-être déjà compris un peu à quoi pouvait servir la blockchain et tu as eu un peu cette vision, bon, un peu un visionnaire parce qu'à l'époque, c'était compliqué, avant de penser à faire de l'argent parce que te dire que j'achète à 80 centimes et ça monte à 4 dollars. Ouais, c'est la tech qui intéressait, mais franchement, de manière très floue au début. Ouais, bien sûr. C'est la tech m'a intrigué, mais la valeur spéculative m'a fait investir. Bien sûr, ouais. Quand tu as vu, donc tu as dit, tu as vu le prix qui était à quoi, 50 centimes à peu près, 60 82 centimes. centimes, ouais. L'Ethereum. L'Ether. Ok, donc 82 centimes. Ok, donc incroyable. Et donc tu as vu ça et quelques semaines après, il était monté à 4-5 dollars, Ouais, c'est ça? c'est ça. Et du coup, tu t'es dit, autant je mette même 400 euros, 397 euros Voilà, en gros, j'ai mis ce que j'avais, tu vois. en tant qu'étudiant. Ouais, en tant qu'étudiant. Donc, en fait, j'étais étudiant, mais je bossais à côté de mes études. Je faisais des plans anarchiques Ok. pour gagner ma vie. Et c'est avec ça que j'ai pu acheter un peu de D'accord. d'Ether. Et donc, tu as entendu parler de Ethereum avant Bitcoin, Ouais. du coup Ouais. Blockchain Ethereum, c'est ma première introduction, quoi. Ok. Et en fait, même encore aujourd'hui, Ethereum, c'est le plus gros de mon bag. Et c'est ma plus grosse croyance parce que tu as une utilité qui est vachement plus vaste que Bitcoin, qui est une réserve de valeur, qui est beaucoup de choses, mais qui est surtout une réserve de valeur. Alors qu'Ethereum a rendu la blockchain programmable et permet en fait de faire énormément de choses grâce à la blockchain. Donc pour moi, l'utilité est tellement plus grande, le market cap aussi plus petit, que la valeur spéculative elle est plus importante sur Ethereum. Ok, donc plus de potentiel pour toi sur Ouais. Ethereum. Ouais, c'est sûr. Ok, super. Et du coup, pour toi, donc la petite prédiction, après on reprend un peu ton histoire, mais pour toi, Ethereum peut dépasser Bitcoin en termes de Alors, pricing? Sur ce cycle, je sais pas. Parce qu'on a un market cap qui est 2 fois inférieur, peut-être vu qu'il y a un ETF en vue sur Ether. Ouais. Déjà, s'il venait à l'égaler, ce serait beau. Bitcoin, déjà, il faudrait que Bitcoin aille chercher un market cap intéressant. Honnêtement, je suis pas certain que Bitcoin il dépasse les 200 000 dollars ce cycle. Quand je fais des projections, j'arrive plutôt autour de 180, mais vraiment les projections spéculatives, avec certains types de graphiques. Et un chiffre psychologique sur Ether, c'est 10-12 000 dollars. Si on va au-dessus, franchement, je serais satisfait sur ce cycle-là. Après, évidemment, à plus long terme, on peut aller beaucoup plus haut. Tu sais que si tu as 1% de la finance mondiale qui transite sur la blockchain, Ethereum, il passe à 60 000 dollars. Tu veux dire par rapport à quoi du coup? 1% de toutes les transactions financières qui passent sur la blockchain. Qui passent sur blockchain. Et donc Ethereum qui capte une majorité du marché. Les projections, elles le mettent, elles le mettent à 60 000 dollars. Tu parles anglais. Ouais. Ok, donc si ne serait-ce que l'adoption par rapport à l'utilité de la blockchain avec Ethereum se fait à hauteur de 1% des transactions dans le monde. Sur la finance. Sur la finance. Ça mènerait Ethereum, selon des projections, à 60 000 dollars l'unité. Je sais plus honnêtement qui a démontré ce chiffre, mais c'est ce qui ressortait il y a déjà il y a 2 ans. Ok, donc un x30 en gros. Là, il ferait x30 par rapport à maintenant, vu qu'on est à peu près à 2000 dollars pièce. Après, c'est toujours difficile d'avoir des projections à plus d'un cycle en crypto. Il vaut mieux se projeter sur les 4 ans qui viennent. Enfin, là, pour le coup, il nous reste 2 ans. Et réassess en fait ces estimations une fois qu'on a passé le prochain sommet, qu'on est dans la descente suivante, et là, refaire des projections réalistes en fonction de ce qui s'est passé, comment la technologie a évolué, comment chaque crypto a été adopté, et si finalement Ethereum s'est pas fait doubler. Ouais. Ok, donc pour toi,
Bitcoin, il peut atteindre 180 000 dollars l'unité au prochain bull run. Je pense en fait, une tranche qui me paraît réaliste quand je mets bout à bout toutes les projections que j'ai pu faire ou voir passer, c'est 120 à 180 000 dollars. Pour moi, c'est une tranche réaliste en fait pour ce cycle-là. Ok. Après, tout est possible parce qu'à partir du moment où tu as des BlackRock ou autres institutions qui amènent énormément de capitaux, enfin du moins les instituts, dans ces marchés, il n'y a plus de limite. Tu vois, ce serait envisageable qu'on aille au-delà et qu'on aille à 3, 4, 500 000 dollars. Déjà, si tu prends l'utilité fondamentale de Bitcoin, qui est une réserve de valeur, il est là pour faire mieux que l'or. L'or, il a un market cap de 10 trillions et demi, peut-être 11 trillions aujourd'hui. Tu appliques le même market cap à Bitcoin, ça te fait 500 000 dollars. Donc, en termes d'utilité, tu as une technologie qui vient répondre beaucoup mieux aux besoins que l'or, puisque l'or, il y a une inflation dessus. En fait, l'or a été limité, mais on a décidé de limiter à 2% son inflation officielle. Et en plus de ça, on ne sait pas exactement combien il y a d'or en circulation, parce qu'il y a énormément de faux or papier qui a été vendu dans des produits financiers. Du coup, il est vachement dilué. Le market cap devrait être nettement supérieur. Alors que Bitcoin est entièrement traçable. Il y en a 21 millions, on sait qu'il n'y en aura jamais plus. C'est ça, ouais. Donc on sait exactement qui détient quoi, combien d'argent a été injecté, et du coup on sait sa valeur réelle et on ne peut pas tricher là-dessus. Donc tu as déjà ça qui fait que la valo elle est assurée. Et après tu as toute l'utilité qui est vachement meilleure sur Bitcoin, puisque on peut facilement le diviser, le transporter, l'envoyer, le contrôler. Donc c'est pas anonyme, on sait exactement qui fait quoi sur la blockchain Bitcoin. Il est difficilement saisissable. Enfin, du moins, si tu l'as de manière décentralisée, on peut pas te le prendre. Enfin voilà, ça fait des arguments intéressants. Ouais, c'est sûr. Il y a énormément d'instituts qui l'ont compris, et des grosses boîtes, tu vois, MicroStrategy ou d'autres grands noms qui ont mis des milliards dans Bitcoin, parce qu'ils ont compris que aujourd'hui, ça avait du sens de sécuriser une partie de la trésorerie de leur entreprise en Bitcoin, parce que c'était la meilleure réserve de valeur. D'ailleurs, MicroStrategy qui viennent de dépasser 1 milliard de bénéfices. Ouais. J'ai vu ça. Autrement, du coup, en termes de prédiction, enfin de prédiction d'horizon de temps, là, parce que c'est vrai ça a repris pas mal de couleurs là, ces derniers temps, tu vois un début de bull run pour toi? Est-ce que le bull run a déjà commencé? À quel horizon de temps tu penses que ça va démarrer si ça n'a pas encore commencé? C'est quoi ta vision par rapport à ça? On a démarré, le bottom était il y a 1 an. Je peux le dire avec beaucoup de conviction, parce que j'ai pas mal d'indicateurs, notamment on-chain, vous connaissez sûrement. Donc c'est pour faire simple, les analyses on-chain, les blockchains sont transparentes, surtout celle de Bitcoin qu'on étudie. On peut extraire plein de données de cette blockchain, les traduire dans des graphiques, et on comprend la psychologie du marché. On comprend qui fait quoi, les gros acteurs, les petits, les anciens, les nouveaux. Et avec ces dynamiques, on arrive à comprendre où on se situe dans un cycle de 4 ans. Le cycle, il est rythmé de 4 ans en 4 ans avec le halving, donc l'événement qui tous les 4 ans fait que la rémunération des mineurs est divisée par 2, donc multiplie par 2 le coût de production. Et en fait, c'est des cycles psychologiques qui se répètent. La psychologie de masse, c'est quelque chose qui est inchangeable, et en fait qui a toujours les mêmes courbes, qui passent d'une phase de dépression à l'espoir jusqu'à l'euphorie, crée une bulle, éclate et redescend jusqu'à la dépression et capitulation. Et en fait, c'est vraiment des phases qui se répètent, et quand on regarde les cycles Bitcoin, c'est évident. Et alors là, dans cette, parce qu'on l'a tous en tête, et je pense qu'on le mettra à l'image les différentes phases. Tu penses qu'on est aujourd'hui dans quelle phase là On est dans l'espoir. Dans l'espoir. Ouais. Donc sur les on-chain, tu as un indicateur qui s'appelle le NUPL, Net Unrealized Profit and Losses, qui traduit précisément en fait dans quelle phase psychologique on se trouve. On est dans l'espoir. En fait, si tu regardes le cycle de 4 ans, il était attendu qu'on ait le bottom fin d'année dernière. Donc on l'a eu en novembre 2022. À ce moment-là, pour moi, ça faisait sens qu'on y soit, tu vois. J'avais pas la cible de prix précise, mais je savais qu'on était dans le timing. Donc, si tu veux, je l'ai annoncé dans ma communauté. Et étonnamment, Ethereum, il a fait son bottom avant, en juin 2022. Et après, il n'a pas fait de plus bas. Il a tapé à 800 et il n'est pas retombé plus bas. Donc en fait, il y a 1 an, il y avait le bottom. Les indicateurs montraient qu'on sortait de cette zone d'accumulation, bottom. Enfin là, on en sort. Et on a eu une consolidation. Généralement, la première année après le bottom, tu as une belle hausse. Et les 6 mois suivants, enfin les 6 premiers mois, tu as une hausse. Les 6 mois suivants, tu as une correction. Donc jusque-là, on a suivi le schéma. Et on s'attendait à aller voir plus bas fin d'année. Et finalement, il y a les rumeurs de l'ETF qui sont arrivées, qui ont propulsé le prix. Et en fait, quand tu regardes les 2 derniers cycles, ils ont duré de bottom à bottom exactement 47 mois. Et le sommet était au moins numéro 35. Donc si tu fais vraiment une spéculation très simpliste comme ça, tu peux te dire que mois 35 à partir de novembre dernier, ça fait octobre 2025 pour un sommet. Ça, c'est vraiment la spéculation. Mais de manière sensée, quand tu prends le cycle en soi, en termes de timing, tu peux estimer que tu vas avoir un sommet de cycle entre le printemps et la fin d'année 2025.
Alors du coup, ça c'est dans le cas où, parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, les marchés, les cycles sont, enfin les marchés sont cycliques, l'histoire se Ouais. répète, mais il y a aussi des scénarios où l'histoire ne peut ne pas se répéter. C'est vrai que ça s'est reproduit avec les précédents bull run. Est-ce que selon toi, ça va encore une énième fois se répéter, ou on peut avoir des scénarios différents, comme un Black Swan, ou comme par exemple un refus de l'ETF? Parce que c'est vrai que c'est des choses, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est des choses qui sont quand même envisageables. Donc, Ouais. tu vois ça comment, toi? Moi, je pense que déjà, comme je te disais, les phases psychologiques, elles se répètent. Donc, tu as toujours des bulles qui se créent. Si c'est pas 4 ans, ce sera plus long ou plus court, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas atteint la masse critique en termes d'adoption. On n'était qu'à 3,5% au sommet du dernier cycle de la population mondiale qui achetait des cryptos. Donc, tu vois, c'est ridicule. Il est sûr qu'à un moment donné, on va atteindre une masse critique où la volatilité va diminuer et où on va avoir des cycles qui seront moins distinguables parce que ce sera plus plat, grosso modo, l'adoption. Enfin, la croissance, elle sera comme ça, quoi. Ça fera des vagues plus plates. D'ailleurs, quand tu regardes les cours d'adoption à long terme en logarithmique, c'est la loi de Metcalfe, tu vois une adoption un prix qui augmente quand la technologie s'adopte, tu vois une courbe qui va venir s'aplatir en fait comme ça, alors que le prix il atteint des sommets. Et je pense que le cycle actuel il est encore viable pour aller voir une courbe parabolique parce qu'on a justement des gros facteurs qui peuvent venir pousser le prix. Mais je pense que même sans les ETF, on va avoir quelque chose de parabolique parce que ce que j'ai remarqué moi sur 8 ans, c'est que les news c'est une chose, mais en fait c'est pas ce qui fait le marché. Les news elles viennent confirmer là où le prix devait déjà aller. Tu vois que ces cycles se répètent et en fait elles viennent juste mettre un coup de marteau sur la psychologie des gens qui tenaient bon ou alors créer du FOMO. Et en fait c'est progressif. Quand le prix monte naturellement parce que les insiders sont déjà intéressés, sont déjà investis, pardon, t'as l'intérêt qui augmente et puis à un moment donné t'as les médias qui commencent à en parler en bien, ils arrêtent de cracher dessus, donc t'as le retail qui commence à venir, donc la demande elle commence à augmenter légèrement. T'as ton halving tous les 4 ans qui crée un choc d'offres. D'un coup, il y a 2 fois moins de bitcoin qui sont délivrés sur le marché chaque jour. Donc ça fait accélérer le prix naturellement. Et après, ça crée une courbe qui devient de plus en plus rapide, de plus en plus exponentielle, puisque tout le monde voit ça accélérer, tout le monde veut investir. Et ça, c'est vraiment la psychologie de masse. Et ça crée une bulle. Et je pense que tu auras toujours des cycles. Peut-être que la longueur va changer, mais il y aura toujours des phases. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, pour donner peut-être un conseil aux personnes qui nous écoutent, il faut tout le temps aller à l'inverse de la masse et penser comme à la place des acteurs qui font bouger le marché. Donc les institutions, les fonds d'investissement et tout ce qui s'ensuit. Et c'est vrai qu'en ayant cette psychologie inversée, ben, là où, par exemple, quand tous les médias commencent à en parler, etc., ben, souvent, c'est là où les investisseurs, du coup, non aguerris vont rentrer sur le marché. Et c'est à ce moment-là, en fait, que c'est déjà trop tard. Et donc, du coup, les gros acteurs vont prendre leur profit. Et donc, du coup, ben, les nouveaux acteurs se mangent un petit peu, se mangent un petit peu ça, les on dents. le voit Ça bien se avec passe les comme ça, on-chain. Et il y a, je sais plus comment il s'appelle, Tika Tewari, quelque chose. Il avait fait une vidéo intéressante où il montrait comment les grosses banques, les Goldman Sachs et les autres, en fait, poussaient dans les médias des news super négatives disant que Bitcoin était à mettre à la poubelle pendant qu'ils investissaient en masse, tu vois. En fait, ça, c'est évident, il y a des market makers dans tous les marchés. Mais bon, même sans eux, de toute façon, le marché, il irait où il irait, quoi. Ouais. Ok. Et donc toi, aujourd'hui, si tu avais des outils, peut-être pas tous les outils, mais si tu avais des choses que tu conseillerais à un débutant pour justement optimiser ses prises de décision sur le marché, ce serait quoi? En fait, si tu veux faire les choses vraiment à fond, il faut coupler plusieurs méthodes d'analyse. Moi, j'en croise 8. Enfin, j'ai pas toutes les citer, mais grosso modo, il y a l'analyse on-chain, l'analyse technique, l'analyse de cycle, les news crypto, les marchés futurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La psychologie, et j'ai oublié les deux autres. Mais en fait, chaque semaine, je croise toutes ces méthodes d'analyse. Je fais une analyse complète. Chaque méthode me donne une projection. Est-ce qu'on est plutôt bullish ou bearish pour les semaines à venir, tu vois. Et après, je fais une moyenne de tout ça. Ça me permet de comprendre de manière un peu plus calculée ce qui peut arriver. Donc ça, c'est la manière optimale. Après, si tu veux faire plus simple, je trouve que la méthode la plus facile à suivre, c'est les cycles. Donc, les cycles, c'est quelque chose vraiment de propre à Bitcoin. Tu as les cycles de 4 ans qui sont les plus grands. Après, tu as les cycles de 24 à 27 semaines où tu vois des grandes courbes. Et après, tu as les cycles encore plus courts d'environ 60 jours. C'est quelque chose d'un peu plus pointu que ça, mais c'est la méthode la plus, je dirais, sereine à suivre. Après, si tu fais de l'analyse technique, le problème, c'est que tu vas te mettre à trader.
Donc, Ouais. tu vas regarder les courbes sur un horizon beaucoup trop court. Ouais. Et là, tu vas agir comme un trader et ta psychologie va te défoncer. T'es plus du tout dans l'investissement, t'es vraiment dans le trading. Et Exactement. en plus, avec une volatilité comme ça, c'est tentant. Tu rajoutes à ça le fait d'être tenté par les effets de levier. Ouais. Et c'est plus du tout la même chose. Donc, toi, en gros, pour résumer, concrètement, tu vas te baser sur donc, l'analyse on-chain, donc ce qui se passe sur la blockchain, et voir en gros ce qui se passe, les transactions, etc., le volume, tout ce qui se passe. L'analyse technique, donc le graphique, ce qui te dit. Les cycles, où est-ce qu'on en est sur la big picture. Donc, si on dézoome un petit peu le prix et qu'on regarde où est-ce qu'on en est par rapport aux autres cycles avant, donc les autres années. Également donc la psychologie des gens, donc voir un petit peu avec tout ce qui est Fear and Greed aussi, j'imagine. Voilà, il y a celui-ci, en on-chain il y a des indicateurs, après tu as d'autres méthodes. Ok, et donc grosso modo avec tout ça, tu vas te faire une analyse toutes les semaines pour te dire si chaque semaine tu es plutôt bullish ou bearish. Ouais, c'est ça, pour optimiser un peu des prises de position sur un DCA ou une diversification. D'accord. Et maintenant il rentre en jeu aussi la macro. Ouais. Tu sais que de la sortie de Bitcoin 2009, si je dis pas de bêtises, jusqu'à 2020, jusqu'avant la crise de la grippe, on était dans un contexte macro qui était sain, pleine croissance. Donc Bitcoin, il faisait ce qu'il veut, mais il était tranquille. Il y avait l'impression tout allait bien, tu vois. C'est ça. Puis là, on est arrivé dans un contexte où on a serré la vis, on a fermé les robinets, plus de liquidité dans le marché. Donc là, ça impacte les cryptos. Ça joue sur le marché crypto, forcément, parce que c'est le dernier maillon de la chaîne. Si tu veux, les cryptos, c'est le risque le plus élevé. Totalement. C'est là où les liquidités arrivent en dernière, les liquidités. Et donc forcément, si les taux d'intérêt sont élevés et que la Fed n'imprime pas, les cryptos sont un peu freinés. Cela dit, je pense que ça n'empêchera pas, encore une fois, le cycle de se faire. Donc je prends en compte le cycle macro, d'autant plus que là, à mon sens, la récession est pricée et que la Fed est forcée de pivoter au début de l'année prochaine. Donc ça devrait aller pour nous. Et que quand tu regardes les cycles macroéconomiques qui durent 18 ans, le sommet est censé être en 2025-2026, ce qui veut dire qu'on a encore de la hausse devant nous avant un potentiel crash une crise énorme qui donnerait la place comme par hasard au CBDC, dont on parlera je pense. Avec plaisir. Et du coup, ça fait beaucoup de facteurs à prendre en compte. Après, quand tu démarres, c'est difficile de prendre tout ça en compte. Ce qu'il faut surtout capter quand tu démarres, c'est va à contre-courant, comme tu le dis si bien. Tu peux regarder les indicateurs de psychologie comme le Fear and Greed Index qui est gratuit, accessible en ligne. Si tu veux aller voir des on-chain, Glassnode, ça doit être dans les $45 par mois. Tu as le Noopl et tu as d'autres indicateurs qui sont bornés qui te montrent en fait les phases de distribution en rouge, donc où il faut vendre, et les phases d'accumulation en vert où il faut acheter. Moi j'en utilise une dizaine. Et en fait avec tout ça déjà tu es armé. Tu connais les cycles de 4 ans, tu connais la psychologie, tu vois où il en est. Et les on-chain confirment la psychologie et les dynamiques du marché. Déjà avec ça tu t'en sors. Ouais, ok, donc déjà pour ceux qui nous regardent, sachez que là si vous utilisez toutes les analyses et tous les outils qu'ils vous proposent, clairement vous êtes bien aguerri, vous avez de quoi faire pour avoir au moins un truc intéressant et cohérent sur ce que vous allez avoir en termes de direction du marché. Bien sûr, on ne peut pas avoir de boule de cristal, on ne sait jamais, mais je pense que là c'est full valeur et je vous invite à aller voir en tout cas et nous faire vos retours. Ok, donc on peut passer peut-être à un sujet un peu différent maintenant qu'on sait un petit peu à quoi s'en tenir et puis comment aussi se faire sa propre idée sur les projections. Tu veux qu'on parle des CBDC peut-être, Evan, un peu? Yes, alors juste avant, je voulais juste rebondir sur un point. Toi, tu t'es formé du coup comment Solo. Donc en autodidacte à 100%. Ouais. En fait, tu vois, en 2016, je regardais un petit peu, donc il n'y avait pas grand-chose, quoi. YouTube, GitHub et 3 forums. 2017, l'intérêt vient, donc il y a un peu plus de chaînes YouTube. On commence à parler d'altcoin, les ICO, etc. Et 2018, il y avait 2-3 experts qui commençaient à sortir, si tu veux. Et en fait, c'est surtout, moi, pour les SIC, c'est des acteurs de la finance tradi qui sont venus appliquer leur méthode aux cryptos sur lesquels je me suis appuyé. Ok, je vois. Et aujourd'hui, si tu veux te former, bon, il y a les formations crypto, comme ce qu'on propose. Après, si tu es sur YouTube, le problème aujourd'hui, c'est que tu as énormément d'acteurs. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils disent. Ça va jouer sur ta psychologie à court terme. Tu vas te faire manipuler non-stop. Tu vas acheter et vendre au mauvais moment. Et en fait, tous les titres sont faits pour te faire réagir. Et ça va vraiment trop toucher tes émotions, quoi. Donc, il vaut mieux suivre quelqu'un qui a eu de l'expérience. Alors, est-ce que tu auras peut-être, je sais pas, un acteur que tu aimes bien et à recommander, par exemple, à la communauté Ouais, un acteur, c'est Bob Lucas, donc expert des cycles financiers depuis 25 ans. Il a un abonnement à $100 par mois. Moi, je l'inclus dans tout ce que je fais. Et si tu veux, j'analyse ce qu'il fait aussi. Et je l'intègre avec toutes les autres méthodes. Okay. Intéressant. Et lui, il est bon parce que c'est un gars, on n'a jamais vu son visage, mais à sa voix, il doit avoir 65-70 ans, tu vois. C'est un mec qui a de la bouteille. Très posé, très serein. C'est un gars qui n'a pas besoin de faire d'argent. Il est déjà plein aux as.
Donc il te dit les choses avec beaucoup de recul. Mm. Il met pas trop d'émotion dedans, tu vois. Ouais. Donc c'est un gars qui aide les débutants à prendre du recul. Ouais, bon, ça c'est un peu propre aussi au marché d'avoir des gens qui sont un peu dans l'ombre, tu les trouves sur Twitter. Et en fait, les meilleures informations, et d'ailleurs je voulais aussi parler de ça, où est-ce que tu les trouves toi, les meilleures informations? Donc tu nous as dit par rapport à tes outils, mais est-ce que toi aussi par exemple tu vas devoir chercher des informations sur Twitter, ou est-ce que tu as des gars que tu suis? Parce que c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ombre, comme la personne que tu viens de citer. J'imagine que c'est un anglophone d'ailleurs. Ouais, que les anglophones dans ce que Ouais, je je suis. suis que des anglophones qui sont toujours un peu en avance et l'information elle est plus pertinente en général, il y a plus de marché quoi. Ouais. Donc, ok. Et donc est-ce que toi tu vas faire ce travail justement d'aller chercher des informations ou Alors en des choses fait, comme pour aller sourcer des nouveaux projets crypto prometteurs, ouais. Pour le Ouais. reste, non. ça Ok. Parce que tout ce qui est news, de toute façon, comme je te dis, c'est des choses qui viennent que confirmer ce que faisait le marché. Par contre, j'aime bien écouter des mecs qui ont de la vision, Mm. qui savent, tu sais, quand ils te parlent de Bitcoin, tu te dis, ah, ça te rappelle pourquoi tu as investi. Tu Ouais. vois. Ok. Donc des gars comme Raoul Pal, qui est extraordinaire. Des mecs comme Michael Saylor. Mhm. C'est deux gars, je pense, c'est les deux les plus smart Mm. dans la partie vision, parce que c'est des mecs qui pèsent et qui savent ce qu'ils Bien racontent. sûr. Quoi. Ouais. Ils Ils ont sont l'expérience. investis. Voilà, ils sont investis. Ouais. Après, tu as les analystes comme Will Clement. Il est jeune, mais il est bon sur la partie on-chain. Ok. Donc, il te donne des infos comment dire, utiles. Mais si tu veux vraiment aller chercher des nouveaux projets, sur Twitter, tu peux voir sortir des petites pépites. Mhm. Bon, faut vraiment fouiller, quoi. Après, c'est un petit peu un travail du quotidien d'aller regarder sur YouTube ce qui se dit, les nouveaux noms qui sortent. Mm. Sur CoinMarketCap ou CoinGecko. Mm. CoinGecko, ils font des très belles vidéos où ils expliquent la fonda de chaque projet sur leur YouTube. Il est vraiment canon. Ok. Après, réseau perso, moi, parmi les meilleurs invests que j'ai fait, c'était parce que je connaissais des mecs qui avaient des projets crypto et Ouais. qui avaient le bras long et ils me parlaient de nouvelles technologies qui allaient sortir, genre les Zero Knowledge Proof. Mm. Voilà, et de toute façon, c'est pas forcément utile d'écouter trop de personnes, je pense, en Ouais. crypto parce que ça Tu fait ramènes que. des biais. Ouais, exactement. Mm. Ça fait que de te perturber en Tu sais fait. plus sur quel pied danser, bearish, bullish. Je pense qu'il faut que tu aies un ou deux acteurs en qui tu as confiance, Mm. que tu suis leur méthodologie Ouais. et que tu te laisses guider. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'un des points communs avec toutes les personnes qui ont du succès dans l'investissement, dans la crypto, et même en général, c'est vraiment la curiosité. Il faut être curieux déjà d'aller Ouais. chercher un petit peu à droite à gauche comme toi tu l'as fait. Parce que si t'es pas curieux, tu vas pas prendre la détermination d'aller te former de toi-même. Ou même d'aller à la fameuse conférence blockchain comme tu avais fait en 2015. Donc je pense que c'est un des points communs et ouais, ça te permet au moins d'aller chercher les informations et d'avoir envie d'en apprendre plus. Bah, de toute façon, la première grosse erreur que font les débutants, c'est de ne pas comprendre ce dans quoi ils investissent. Mm. Donc, si tu veux mettre ton argent quelque part, il faut absolument que tu comprennes bien comment ça fonctionne. Donc, déjà, va comprendre comment fonctionne Bitcoin. Ouais. Pourquoi Bitcoin? À quoi ça sert? Pourquoi on en a absolument besoin aujourd'hui? Pourquoi les États l'adoptent, les institutions, etc. Une fois que tu as compris Bitcoin, tu vas comprendre la blockchain. Et une fois que tu as compris la blockchain, tu vas pouvoir aller creuser et comprendre pourquoi Ethereum, comment les technologies fonctionnent dessus. Enfin, ça, c'est la partie fondamentale, c'est la première étape. Il faut que tu saches dans quoi tu investisses. C'est ça. Sinon, on n'y va pas, quoi. Faut pas chercher forcément à aller en crypto pour mettre la daronne à l'abri comme on dit, ou aller faire le x1000 ou le million comme ça, quoi. C'est sûr. Même si ça. Évidemment il y a des opportunités parce que voilà, c'est un marché incroyable. Alors, je voulais juste revenir sur le boulot, comme ça après tu pourras enchaîner sur le CBDC. Ouais. Mais alors c'est vrai qu'il y a quelques mois de ça, je sais plus, c'était juillet, c'était cet été, on a fait, donc on a pu justement prendre le temps de parler un peu avec Owen, avec Asher. Et c'est vrai que lui, il partageait sur le prochain bull run que ça pourrait être le bull run le plus conséquent qu'on ait jamais connu. Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Je pense que sa vision, Owen, il a une vision d'insider. Il a beaucoup d'infos qu'on n'a pas parce qu'il a une boîte qui est Psan. Il est en contact avec beaucoup de gens importants dans le domaine. Donc il voit sûrement des choses qu'on ne voit pas sur la partie adoption institutionnelle. Sa vision, elle a du sens. Et c'est vrai que si on a une grosse partie des États qui viennent s'investir parce qu'il y a les régulations, les institutions qui suivent, la SEC qui nous fout la paix et du fait qu'on ait les premiers ETF, et ben, les banques et les assurances qui peuvent te vendre des produits financiers avec du Bitcoin et l'Ethereum dedans, c'est clair, ça change la donne, tu vois. Donc, pourquoi pas avoir un bull run conséquent cette fois-ci, à voir. Ouais. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais à contrario, il y a quand même beaucoup de politiciens qui s'opposent quand même au Bitcoin, aux cryptos de manière globale.
Tu as un scénario dans ta tête où vraiment je reviens dessus, mais on pourrait avoir ce scénario de soit de Black Swan ou soit les cryptos, au final l'utilité qu'on y voit, on ne l'intègre pas du tout, on va dire, au schéma traditionnel. C'est pas quelque chose qui va être adopté. Est-ce que tu as un scénario dans ta tête qui est envisageable et à quel pourcentage par exemple? Déjà sur la partie adoption et manque de compréhension des politiciens, quand tu vois les lois qui nous sortent, tu comprends qu'ils prennent rien, quoi. Tu vois direct qu'ils savent pas de quoi ils parlent. C'est pareil quand ils attaquent les GAFAM. Quand tu vois un Zuckerberg qui est devant le Sénat, devant un juge, le mec il sait plus quoi dire, quoi, quand on lui pose des questions. Donc tu sais très bien qu'ils comprennent pas, les politiciens. Tout ce qu'ils veulent, c'est contrôler tout ce qui se fait. Ils veulent avoir un regard sur l'argent de tout le monde. Ils veulent éviter le blanchiment d'argent, même si c'est minime dans les cryptos. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est du contrôle et du pouvoir. L'adoption, pour moi, elle est inévitable puisque les cryptos, c'est une révolution. Comme toute révolution, il y a 3 phases. D'abord, elle est considérée comme ridicule, donc elle est moquée. Après, elle devient dangereuse. On est dans cette phase-là où tout le monde dit que ça sert à financer le terrorisme, ça pollue, soi-disant, ça permet de blanchir de l'argent, ça finance les guerres, etc. Enfin, bon, voilà. Et après, ça devient évident, 3e phase. Et ça devient évident à partir du moment où tu as BlackRock qui a un ETF. Ça devient évident à partir du moment où tu as d'autres États que El Salvador qui en font une devise. Ça devient évident à partir du moment où tu as d'autres États que la Floride qui acceptent qu'on paye ses impôts en Bitcoin. C'est déjà le cas. Et franchement, on touche du doigt, on y arrive. La chance qu'on a, c'est que nous, on rentre dans la phase qui est encore la phase dangereuse. Donc on arrive avant le retail. Et pour la partie Black Swan, on en a eu un au dernier cycle. Qu'est-ce que ça a fait? C'est venu retaper le bottom et ça repartit en flèche directe. Si ça arrive, pour moi, ce sera probablement la même chose. Scénario, parce que Black Swan, ce serait une guerre mondiale. Pour moi, elle arrive. On est à la fin d'un cycle de 80 ans. Toutes les fins de 4e tournant, comme on dit, on a une guerre mondiale. Ça peut arriver, peut-être que ça arrivera pendant ces cryptos, peut-être après. Il y a un scénario où la Chine veut reprendre Taïwan. J'ai un pote qui fait des achats d'énergie pour EDF, donc il fait des tables rondes avec les ministres et les acheteurs chinois. Et il disait que pour les Chinois, c'est très clair qu'ils reprennent Taïwan aux élections américaines fin d'année prochaine, 2024. On verra. Ça pourrait être un déclencheur. À suivre. Après, comment dire, sur le fait qu'il y ait, comme tu disais, un imprévu ou que, comme tu disais un Black Swan ou un autre scénario qui fasse qu'on n'adopte pas les cryptos. Régulation. Je suis pas sûr qu'en fait le fait qu'un ETF soit refusé ou les régulations empêchent les cryptos de faire un cycle encore. Oui. Parce qu'on n'en a pas eu besoin jusqu'ici. Bien sûr. Pour moi, la valeur fondamentale, c'est ce qui importe le plus. Bitcoin, c'est la meilleure réserve de valeur au monde, point barre. Ok. Il n'y aura jamais rien qui sera plus fort que ça. Il y a beaucoup de gens qui l'ont compris. Il y a beaucoup de leaders qui essaient de le faire comprendre à tout le monde. Régulation ou pas, ETF ou pas, pour moi, c'est pas ce qui importe. Ok. Voilà. Et puis, par contre, il y a un scénario. Moi, il y a un scénario que je ne souhaite pas voir arriver. Oula, roulement de tambour. Le premier, c'est le portefeuille de Satoshi Nakamoto qui bouge. Si ça bouge, je sors. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre confiance dans les cryptos, dans Bitcoin. Deuxième chose, je sais pas, un hack sur Bitcoin, ce qui serait très 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 difficile à mettre en place. Mais bon, avec les ordinateurs quantiques ou autre chose, sait-on jamais. Peut-être qu'un jour on peut arriver à avoir une petite faille. Le risque zéro n'existe pas. Voilà, quelque chose comme ça arrive un jour, je sors. Ah, t'arrêtes complètement les cryptos? Je sors temporairement. Tu sors temporairement, c'est-à-dire que tu passes tout en USDT ou même en fiat? Ouais, alors USDT non, mais USDC et d'autres. Fiat en Indonésie, je peux parce qu'on est très peu taxé. 0,21%. Si j'étais en France, je ferais stablecoin. Ok, d'accord. Ok, carrément. Parce que du coup, évidemment, c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on a tendance à oublier en fait. C'est quelque chose qu'on présente au départ quand on parle de Bitcoin, donc qui est quand même la première crypto qui a été créée par une personne ou un groupe d'individus qu'on ne connaît pas, qui a un portefeuille aujourd'hui de plus d'1 million de Bitcoin. Je crois que c'est 2 même, il me semble. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est 2. Enfin bref, plus d'1 million en tout cas de sûr. Et qui est quand même monté dans le top 50 des fortunes mondiales à un moment donné. Il est monté au plus haut du bull run, bien évidemment. Et du coup, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce que c'est qui détient cet argent-là et qui évidemment pourrait faire douter tout le monde parce que s'il bouge ce portefeuille, c'est-à-dire s'il vend, s'il rachète ou autre,
voilà, en fait, ça veut dire que la personne est active encore. Ouais, et ça veut dire qu'il y a un risque que cette personne soit arrêtée et que le protocole soit attaqué. Voilà, C'est ça. Parce qu'une des valeurs aussi de Bitcoin, c'est que c'est pas une entreprise. Donc en fait, on peut pas porter plainte contre Bitcoin, on peut pas l'empêcher d'exister, sauf si on coupe Internet dans le monde. Sauf que. Ouais, mais même si on coupe Internet, ça met la blockchain en pause. Mais ça l'efface pas. Ouais. Parce qu'elle est stockée sur un paquet de nodes. Donc la vraie force, en fait, et le coup de maître qu'a fait Satoshi Nakamoto, c'est qu'il a disparu. Et c'est ça qui fait que lui n'a pas été assassiné comme les autres qui ont fait avant Bcash, eMoney, etc. Ces gens-là qui ont essayé de faire les alternatives se sont fait assassiner par la CIA parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait une alternative au dollar, en fait. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc aujourd'hui, on sait pas qui c'est. Ça peut même être. Il y a même des théories qui disent que justement c'est la CIA, c'est un État, on sait pas quoi. Peut-être. Et c'est peut-être un outil qui a été mis en place pour amener les gens à adopter tout ce qui était blockchain pour après intégrer plus facilement les CBDC. Ouais, c'est ça. Et après, il y a beaucoup de théories. En fait, ça peut être à la fois un argument, c'est-à-dire on sait pas qui c'est, mais à la fois un contre-argument, en tout cas quelque chose qui effraie des gens. Mais bon, j'ai l'impression que les gens sont surtout attirés par le gain de toute façon. Au final. Oui, mais les plus intelligents, c'est ceux qui ont vraiment compris la valeur fondamentale et qui comptent avoir du Bitcoin à vie dans leur portefeuille parce que c'est leur saving, quoi. Carrément. Tu transmettras une petite ledger à ta progéniture, ouais, sûrement. Déjà, j'ai des choses pour mes parents. J'ai des choses que j'offre régulièrement. Ça m'est arrivé d'offrir des Ethers comme cadeau d'anniversaire. C'est vrai que c'est cool. Ouais. Ok, c'est cool. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu aussi, toi, tu étais principalement du coup sur BTC, en termes d'exposition, BTC ETH. Ouais. Là, on a potentiellement une alt-season qui va... Il y a une diversification qui a commencé de mon côté. Ok. Ouais. À moitié de ce que je voulais diversifier. Sur des valeurs, cas de narratif en particulier, et des tailles de market cap très diverses. Il y a du degen, moins de 100 millions, jusqu'à des valos à au-dessus d'1 milliard. Ok, ça marche. Donc, juste pour expliquer peut-être à la communauté, une alt-season, donc c'est le moment, on va dire... tout démarre par Bitcoin, ensuite et après c'est déversé sur les altcoins, les alternative coins. Et donc du coup c'est la saison en fait où tous les altcoins explosent, etc. Donc pour toi là c'est parti on est à fond. Alors j'ai mené une grosse étude il y a pas longtemps sur les altcoins. J'ai regardé en fait ce qu'avaient fait les alts au dernier cycle. Je regardais le top 30 de 2017. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 2021? Il n'y en a aucun qui a fait un ATH en 2021. Donc déjà, il faut comprendre une chose, c'est que les narratifs du cycle dernier ne seront pas les narratifs du cycle actuel. Ouais, ça change sauf exception. Peut-être un Chainlink et un Solana et un Rune qui ont bien performé ce cycle. Donc il faut se projeter sur des nouveaux narratifs. Et au dernier cycle, je regardais, il y avait beaucoup d'altcoins dès le début. Moi, je m'étais positionné sur Cardano et VeChain dès le début. Et j'avais fait x85, x76, je crois, sur les deux. Mais dans le cycle, tu t'aperçois qu'ils ont fait comme ça. Et que face à Ether, parce que c'était Ether ma valeur de réserve, ils avaient beaucoup gagné, puis perdu, puis gagné, puis perdu, puis gagné, et sommet. Et en fait, tu t'aperçois que tu as plusieurs phases dans lesquelles tu peux te positionner sur les altcoins. Et ces phases-là, c'est à partir du moment où tu as Bitcoin, puis Ethereum, qui valident des setups weekly. Donc un setup weekly, c'est quand ils font un grand W dans la charte, avec le momentum qui fait la même chose, qui casse de cette ligne de coup, et qu'ils accélèrent. À ce moment-là, c'est Bitcoin qui lead, Ethereum qui suit, et les alts qui font une alt season. Donc tu peux en avoir plusieurs. Je crois qu'on en a eu 2. Je sais plus si c'est 2 ou 3 au dernier cycle. C'est dans la dernière qu'il y a la plus grosse accélération. Le dernier cycle, c'est entre janvier 2021 et mars 2021 qu'il y a eu la plus grosse accélération des altcoins et la plus grosse surperformance par rapport à Bitcoin et Ethereum. Ça ne va pas empêcher, avant dans le cycle, d'avoir aussi des petites alt seasons. En fait, tu as deux strats. C'est soit tu te dis, j'achète maintenant parce qu'on a démarré le bull run et je tiens mes alts tout le bull market. Soit tu te dis, j'achète maintenant, je revends dès qu'il y a une petite euphorie et après je verrai si je rediversifie pour la seconde moitié du bull market. Soit tu te dis, j'attends vraiment les 6 derniers mois du bull market potentiel, donc fin 2024, et là seulement je diversifie. Ok. Bon, après, bien sûr, tout ça, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas expérimentés, c'est quelque chose qui nécessite des compétences, des connaissances ou d'être accompagné. Mais évidemment, un débutant, pour faire un arbitrage comme ça, c'est plus compliqué. Pour un débutant, le plus facile, c'est faire vos recherches en termes de fondamentales, savoir quels projets ont le potentiel de performer, sous quel narratif, intelligence artificielle ou autre. Se positionner quand vous le sentez, le plus tôt le mieux, en début de bull market, puisque si vous ne le faites pas maintenant, dès que ça va partir en flèche, vous allez acheter en FOMO, donc plus haut qu'ici.
Donc autant acheter en début de cycle, je dirais, et tenir ses positions sur le cycle. Ouais. Quitte à prendre une correction comme on peut avoir là Il y en prochainement, 20, 30, 40% si jamais. Il y aura un paquet de corrections à moins 30, moins 40 sur la montée. Ouais. Mais tant qu'on a cette vision long terme de se dire j'achète maintenant pour garder 1, 2, 3 ans et profiter du prochain cycle, en fait on s'en fiche aujourd'hui de savoir si on achète à 32 ou 28 000 $ le Bitcoin. Ouais. Je veux dire, quand il sera à 100 000, il n'y aura pas vraiment de différence concrètement. Donc ok, super. Et du coup tout à l'heure tu nous as fait une transition, on n'en a pas profité sur les CBDC. Donc comme tu disais, évidemment il y a une théorie aussi qui dit que potentiellement on nous a mis Bitcoin par un groupe d'individus ou une personne qu'on ne connaît pas, potentiellement pour nous faire adopter aussi juste cette digitalisation. On supprime le cash. Avant on avait donc on a eu différents moyens de paiement avec l'or, avec le sel, avec le cash, les cartes bancaires et maintenant tout ce qui est crypto. Aujourd'hui tu penses que, donc évidemment on va se diriger vers un euro digital. Aujourd'hui c'est plus une théorie parce que c'est déjà en cours, c'est un projet en cours par la BCE et même en Chine et un peu partout. C'est quoi pour toi le risque principal et est-ce que c'est une dystopie ou est-ce que c'est quelque chose de normal? Bah moi ça fait 4 ans que j'en parle publiquement des CBDC. Je me suis fait insulter tous les noms au début. J'en ai parlé au Zénith devant 4200 personnes sur scène, j'ai entendu des... Quand j'en parlais, tu vois, en mode oh putain, c'est un complotiste. Et je leur disais, bon les gars, préparez-vous, 2026-2027, c'est officiel, je disais ça en 2021, euro digital. Et bon, il y a des gens qui savaient déjà, et il y a des gens que ça a choqué, tu vois. Et là encore, la BCE a dit il y a un mois, c'est bon, on a fini les tests, les gars, 2026, roule, CBDC. La Fed a lancé Fedcoin cette année. Pas Fedcoin, mais si, je crois que c'est Fedcoin, c'est le nom de leur application. Le token arrive plus tard. Il y a 80 et quelques % des États qui ont déjà commencé à mettre en place leur CBDC, enfin travailler dessus. Tu peux le voir sur cbdctracker.org. C'est pas un secret. Hein. Bien sûr, la Chine a montré l'exemple. Tout le monde y arrive. Et en fait, ce qui est dangereux, c'est que ils essaient de prétendre que les CBDC c'est des cryptos. Alors que l'objectif des cryptos c'est de maximiser nos libertés, du moins Bitcoin. L'objectif des CBDC c'est de maximiser le contrôle. C'est ça. Parce que le seul et unique intérêt de cette technologie, c'est de supprimer le cash et c'est de tracer tout ce qu'on fait. Donc plus d'argent au black, plus de blanchiment, plus rien n'est caché, quoi. Totalement. Parce que c'est vrai qu'on a aussi cette théorie où c'est ce que les gens disent en général, la crypto peut servir pour tout ce qui est blanchiment, fraude, etc. Alors qu'en réalité, c'est très minime. C'est vraiment le cash aujourd'hui qui lead ces transactions-là. Et du coup, là, l'idée, c'est que le cash, c'est quand même ce qui nous permettait de pouvoir faire des transactions, c'est-à-dire payer de l'argent à quelqu'un sans avoir une vie privée, vraiment. Et aujourd'hui, les CBDC, tout est tracé. Ils peuvent avoir aussi même leur propre blockchain, pardon. Et du coup, on va en fait contrairement à l'encontre de pourquoi les gens utilisent la blockchain avec le Bitcoin, etc. pour être justement décentralisé. Je vais t'en dire un petit peu plus. Déjà, sur les cryptos, les gens se méprennent en me disant les cryptos c'est anonyme. Pas du tout. C'est pseudonyme. C'est transparent. Il y en a quelques-unes qui sont anonymes comme Monero, Zcash ou d'autres. C'est les monnaies qui sont utilisées justement pour faire du trafic et du blanchiment. Et c'est vrai que les politiciens ils comprennent rien, ils racontent n'importe quoi. Les CBDC, c'est un outil qui est programmable. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que les CBDC vont être adossés à un crédit social ou un crédit carbone. C'est la mode. On fait tout pour nous brainwash depuis des années. La pollution, réchauffement climatique, blablabla. Les mecs qui te disent ça, ils volent en jet, ils achètent des maisons au bord de l'eau. La montée des eaux. En fait, ils veulent avoir une vision, ce qu'on appelle top-down. Ils ont une vision où ils veulent maîtriser et distribuer toutes les ressources comme bon leur semble. C'est-à-dire qu'ils veulent savoir exactement qui a combien, où tu peux le dépenser, comment tu peux le dépenser. Donc, il va y avoir un espèce de crédit qui va déterminer ce qu'on fait au quotidien, si on parle mal de l'État, ce qu'on consomme, comment on pollue, etc. Ça va nous donner un score. Ce score va déterminer ce qu'on peut faire avec notre argent. Où on peut le dépenser, quand, dans quel type de produit. Par exemple, on va te dire, cette année, tu as pris 2 fois l'avion, tu n'as plus le droit de manger de la viande. C'est ça. Ça se fait déjà en Chine. En Chine, il y a 2 millions de personnes qui ne peuvent pas prendre le train ni l'avion à cause du crédit social. C'est pas rien. Il y a du shaming à fond dans les rues avec des caméras qui te filment si tu passes pas au passage piéton, qui font diminuer ton score. Ils ont des scoring, scoring social, comme un peu on a vu dans les séries Black Mirror en fait. Mais Black Mirror, c'est réaliste. La réalité, D'accord, c'est ça. C'est juste qu'ils te programment en fait à dire mais c'est pas possible. En fait, ça vient petit à petit. Et plus tu le vois déjà comme dans les films, les séries, c'est de la programmation. Les musiques,
Ouais. Toutes ces choses-là, c'est de la programmation pour qu'après tu l'acceptes plus facilement. Exactement. Parce qu'en fait, c'est pas nouveau. Alors que Exactement. si on te plombe un truc directement comme ça, évidemment, c'est un trop gros choc et là, Mhm. tu as une plus grosse résistance. Voilà. Et Et, à l'heure la, actuelle, la grippe, justement, c'était l'introduction au contrôle, à la soumission et au QR code. Mhm. Les gens se sont jetés dedans et les États, ils ont vu que c'est trop facile, quoi. Ouais. On peut faire ce qu'on veut de vous, les gars. Mhm. Donc, on est mal barré parce Ouais. que ça va venir, c'est sûr. Ils vont y aller progressivement, comme ils ont fait avec la grippe. Ouais, Ils vont amener des étapes. Et à un moment donné, on va se retrouver comme ça. c'est ça. Et on pourra rien dire. Et en fait, la BCE et la Fed ont mis noir sur blanc sur leur site. J'avais fait une vidéo YouTube sur la chaîne de Chris où je le démontrais. Il disait noir sur blanc, les monnaies vont être programmables. On envisage de limiter son usage dans le temps et dans l'espace. C'est ça. Il va y avoir aussi une notion de revenu universel. Ça, on en parle depuis un moment. C'est ce qui s'appelle UBI, donc Universal Basic Income. Ils vont proposer en fait à pas mal de gens qui aujourd'hui sont au chômage ou des gens qui veulent plus travailler, quoi, un revenu universel. Ils vont leur dire bon, bah alors, on vous donne un SMIC tous les mois. ok Rien besoin de faire, juste vous parlez bien de l'État, vous faites ça. Par Bon contre, citoyen. ton SMIC que tu reçois tous les mois en CBDC, t'as qu'un mois pour le dépenser. T'as ça. pas le droit de l'épargner. Tu Date peux pas de investir péremption. avec. Ouais. Date de péremption. Et tu es obligé de le dépenser dans cette zone économique, dans notre pays et plus particulièrement dans ton village, à 15 km de chez toi. Mhm. Parce qu'ils veulent aussi instaurer des 15 minute cities. Ça paraît ouf, hein, mais à un moment donné, on va y arriver à tout ça. Ouais. Aïe, 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 c'est fou, ça. Et ces gens-là, ils vont être emprisonnés. Donc il y aura deux civilisations. Il y aura ceux qui ont refusé le bribe, donc qu'on leur donne de l'argent, Mhm. qui vont vivre un peu plus librement, et ceux qui vont être vivre comme des esclaves, mais à qui ça ira bien, parce qu'en fait, ils préfèrent vivre comme ça. Parce que si on a bien vu là depuis 3 ans qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont pro-liberté et ceux qui sont pro-sécurité/contrôle. Ouais. Ces gens-là, ça va pas les choquer d'avoir un revenu Totalement. universel, tu vois. Ouais, c'est ça en fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe pas encore dans les manières, etc. Mais en fait, dans le conditionnement, il y a déjà des gens qui vivent comme ça aujourd'hui, qui ont déjà en fait, qui se contentent de ce qu'on leur donne et qui sont déjà contrôlés, contrôlables. C'est ça. Et il y a toujours aussi les personnes qui vont un peu à contre-courant, comme toi. En fait, tu l'as dit, on ressent dans ton discours de toute façon ton caractère, ta personnalité. Et je pense que beaucoup de personnes sont d'accord avec ça aussi. Et bon, maintenant, ça fait peur quand on dit ça. C'est sûr. Ça fait sûr, vraiment ça fait peur. peur. Là, on a mis un froid. C'est quoi les solutions? C'est quoi les solutions? Parce que là, c'est une dystopie. Le monde va de plus en plus mal. On a parlé de guerre mondiale potentielle. On parle de contrôle, etc. Comment on en sort de tout ça, ou comment au moins on fait pour sortir un peu de la boîte, tu vois, On va sortir vivre à de Bali. ça. Faut venir vivre à Déjà. Bali. Ok. On va en parler après dans notre Non, podcast. sans mais- déconner, première étape, couper la télé, quoi. Ouais. Ma mère, elle m'envoie des mauvaises nouvelles tous les jours. Ouais. C'est épuisant. Mm. Elle m'envoie des trucs super négatifs tout le temps. Je dis, mais tu te rends pas Ouais. compte comme ça te détruit, quoi. Ouais. Lâche ça. Jette ta télé par la fenêtre. Mm. Coupe-toi de toutes ces nouvelles. Déjà, concentre-toi sur ton bien-être, ton développement, ton entreprise, tes investissements, développement perso. Focus que sur les choses positives. Bali, c'est un environnement qui est idéal parce qu'on est coupé du monde. Mm. On est dans une bulle où chacun se concentre sur être bien avec soi-même et C'est se développer. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin du monde entier Mm. pour grandir. C'est ça. Déjà. Seconde étape, absolument faire en sorte de garder des libertés. Donc déjà financièrement en ayant une partie de votre argent en crypto, Mm. Bitcoin et stablecoin. Donc ce que je dis là, c'est pas un conseil d'investissement, c'est ce que je fais pour moi. Ensuite, si on doit avoir un portefeuille diversifié, ben évidemment avoir de l'immobilier. Ça peut être de l'immobilier physique ou de l'immobilier bientôt tokenisé sur la blockchain. On pourra acheter des parts d'immobilier partout dans le monde. Mm. Via des plateformes comme probablement Realty. Synthetix, on verra, Ouais. et d'autres, Realty ou d'autres. Ouais. Ensuite, avoir d'autres actifs comme montre de luxe. Moi, j'en voulais pas. Finalement, j'en ai acheté une parce que c'est une réserve de valeur. Mm. Ça me permet de passer une frontière avec de l'argent si jamais tout le reste foire. Carrément. C'est intéressant. Avoir des devises diversifiées. Du franc suisse, dollar Singapour, du yen, du dollar. Sachant que le dollar est en déclin. Mm. De l'or. Et puis après, à chacun d'adapter sa stratégie Mm. pour se protéger de manière financière. Et après, en termes de liberté, ben, il faut essayer de garder une vie privée. En ligne, mettez pas tout ce que vous faites, tout ce que vous avez. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai pas encore de réseaux sociaux. En fait, je commence à peine à faire un peu de YouTube pour donner de la valeur. Ouais. Mais je limite. Tu Bah, vois te ce que limite pas, franchement, je pense que là, vous nous direz ce que vous en pensez, mais je pense que là, il y a full valeur, les gens, ils vont Ouais, ils kiffer, vont quoi. kiffer. Franchement, Il y en a, mais Mais après, je peux comprendre ton point de vue aussi. pour les particuliers, en fait, il faut faire attention à ce que vous dites en ligne, quoi. Mm. Parce qu'on est surveillé. Bientôt, il y aura un algo avec une IA qui va, un algo avec une IA qui va tracer tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, Mm. et ça va Qui va amener filtrer, ouais. voilà, ça va amener au crédit social, quoi, tu vois. Mm. Donc ça fait partie de ces choses-là. Je pense que de toute façon, il faut privilégier déjà des endroits qui sont pro-liberté. L'Indonésie, c'en est un. Ouais. Il y en a d'autres.
le Mexique et d'autres endroits, avoir des comptes bancaires dans plusieurs pays, avoir des cryptos, diversifier ses investissements. Concrètement, aujourd'hui, en gros, ce que je comprends de ton discours, tu me diras ce que tu en penses aussi, Evan, mais en gros, il y a toujours eu une partie, de toute façon, des personnes qui ont été plutôt libres, une partie des gens qui ont été plutôt contrôlés. Et là, on est dans une phase où, plus que jamais, on a des outils en plus pour en sortir. Ouais. On a la crypto, on peut en faire plein de choses. On a l'IA aussi qui peut nous aider à entreprendre et en fait à se créer d'autres sources de revenus. Ouais. Et concrètement, ne pas dépendre de ce que nous impose, mais plutôt vraiment faire sa propre indépendance. Et du coup, donc toi, ce que tu recommandes concrètement, c'est de faire à l'inverse de la masse et vraiment commencer plus que jamais à entreprendre, à prendre des risques, à se renseigner, à se former. Exactement, moi c'est mon slogan, c'est construire ta liberté. Tout ce que tu dois faire, ça doit être dans l'optique de justement être libre, aller à contre-courant. De toute façon, quand tu commences à la pratiquer, après ça devient une habitude. Tu observes ce que fait la masse, observe les comportements des gens. Souvent c'est irrationnel. On l'a vu là ces années, c'est irrationnel. Tu regardes ce que fait la masse, tu fais 180 et tu cours à l'opposé. Et souvent, même presque toujours, tu te rends compte que tu as raison et que tu arrives à une destination qui est beaucoup plus épanouissante et meilleure pour toi et ton entourage et ton quotidien. Tu vois. Carrément. Ouais. Est-ce que tu as une chose que tu veux parler? Non, juste on coupera là, mais il est 15h07, je sais pas. Ouais, il est 15h07, on a commencé à 15h15 à peu près. Ok. Donc ça va, Hugo, il est déjà tranquille. Ok. Moi j'ai le temps les gars, donc si vous voulez que ça dure. Peut-être on a parlé d'un truc là, juste là, j'ai zappé. Je l'ai noté, je crois. Tac. Oui, l'IA. On peut faire un point sur l'IA, peut-être un peu l'IA et crypto. Ça te botte comme ça. Vas-y, je suis pas expert, mais je peux te donner 2 mots. Si tu as des trucs qui t'intéressent. Vas-y, je te laisse faire, Ivan. Alors, c'est vrai que on parlait aussi tout à l'heure des narratives, etc. L'IA, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça en fait partie. Toi aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu es optimiste, le fait de mixer la blockchain avec l'IA? Ouais, en fait on a déjà en termes de spéculation, tu vois que il me semble que ça fait un peu plus d'1 an que tous les fonds n'investissent que dans l'IA. Donc tu sais que c'est le secteur qui va prendre le plus. C'est valable aussi pour la crypto, c'est encore pas très mis en avant dans la crypto. Tu as quelques projets intéressants comme Fetch.ai, c'est des comment on appelle ça, des agents indépendants. En fait, c'est des micro IA qui vont aider en fait les smart contracts à être plus efficients pour aller chercher des données et les traiter. Tu as d'autres secteurs comme les data, donc dans Ocean Protocol par exemple. C'est une pool de données comme Chainlink qui fait le lien entre la blockchain et le monde réel. Ça va chercher les données dans le monde réel et les amène à la blockchain. Mais par rapport à Chainlink, ce que ça fait en plus, c'est que cette pool de données, en fait, elles sont travaillées par l'IA. Et donc, grâce à l'IA, on va plus facilement aller chercher les données, plus rapidement les croiser, émettre des conclusions et plus rapidement aller répondre aux requêtes des smart contracts. De cerveau collectif, c'est ça. En gros. Donc, moi, je suis optimiste parce que l'IA, ça rend la blockchain moins coûteuse. Ça permet de réduire les coûts des transactions. Ça la rend plus rapide. Et puis, de toute façon, les deux se complètent. Tu as l'IA qui amène une rapidité qui vient réduire les coûts et tu as la blockchain qui amène la confiance et l'authenticité des données dont l'IA a besoin aussi pour être efficace. Tu regardes un chat GPT aujourd'hui, tu sais qu'il est biaisé. Tu vois les datas qui te sortent quand tu parles d'un sujet particulier, tu sais qu'il y a des choses qui sont fausses, qui sont plus d'actu, et tu sais qu'il y a des choses qui sont biaisées. Alors qu'une blockchain, elle va pouvoir justement certifier les données. Donc les deux se complètent. Ok. Ouais, c'est vrai que parce que l'IA en vrai c'est quelque chose de super intéressant, c'est un domaine qui révolutionne beaucoup de choses on va dire dans notre quotidien, etc. Mais c'est vrai qu'on met pas assez en lumière aussi les problématiques dans le système traditionnel justement quand c'est pas couplé à la blockchain, qui sont du coup le coût, parce que c'est vrai que tout ça a un coût. Le stockage. C'est $700 000 par jour. 750, ouais, je crois. Exactement, ouais. Donc ça coûte énormément d'argent. Il y a le stockage parce qu'il faut bien le stocker quelque part. Ouais. Et il y a l'énergie aussi que ça pompe. Et c'est vrai que coupler l'IA à la blockchain, on peut. Il y a des projets comme Ocean Protocol, comme Bitensor, etc., qui justement vont résoudre ces problématiques. Et c'est ça qui est intéressant en mixant les deux, quoi, concrètement. Donc voilà, ouais. Il y a un avenir, il y a des choses à jouer aussi sur l'IA et la crypto. En crypto, ouais, d'ailleurs c'est intéressant de se positionner maintenant. Moi j'avais mené une très grosse recherche justement pour comparer tous les projets. On en a cité 3 qui sont intéressants. Voilà, à vous de faire vos recherches maintenant. Carrément.
Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Quentin. Avec J'espère plaisir. que tu as kiffé ce moment aussi avec Grave. nous. C'était sympa d'avoir cette Merci discussion de avec m'avoir toi. accueilli. Bah, avec Beaucoup plaisir. de valeurs partagées, ouais, franchement, je pense qu'ils vont kiffer. Ils sont prêts à préparer le prochain Bull Run. Là, Pourquoi pas concrètement. un épisode 2. Ouais, mais avec carrément, bah écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ce podcast. Et dites-nous en commentaire aussi si vous avez kiffé et quels sont aussi vos ressentis, vos prédictions, pourquoi pas, sur le prochain Bull Run. Donc merci à tous et on se dit à la prochaine. Ciao les amis. Salut. Ciao.